C'est vendredi, c'est le podcast AWS en français. Je vais perdre mon job. C'est fini, les podcasts avec des humains, je vous explique ça. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Dans cet épisode, nous allons parler d'IA générative et de Bitcoin, comment la première permet de générer le second. Restez branchés, nous vous expliquons tout cela dans 1 minute. Ben voilà, ce que vous venez d'entendre, ça ressemble à moi, ça a l'odeur, la saveur, le goût, mais ce n'est pas moi. C'est une voix synthétique qui a été entraînée avec des heures de podcast AWS en français. On a simplement tapé le petit texte et puis voilà, ça donne ce rendez-vous-là, ça donne ce rendu-là, et on va vous expliquer comment ça marche et à quoi ça va servir et pourquoi on va faire ça, etc. Rassurez-vous, c'est du prototype, il n'y a pas de plan à court terme, en tout cas nos invités vont nous expliquer ça, de me remplacer dans le podcast AWS en français. En tout cas, je suis pas au courant pour le moment. J'ai le plaisir d'accueillir une co-animatrice dans le podcast AWS en français. Peut-être que vous l'avez déjà vue sur les réseaux sociaux, dans les vidéos. C'est Tiffany Souter. Tu es développeur advocate. On est dans la même équipe. Et ben voilà, tu seras la voix additionnelle du podcast AWS en français pendant 2025. Donc merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais est-ce que ça veut dire qu'un jour, il y aura ma voix aussi ? Peut-être, et si tu enregistres, il a fallu, je sais plus, 2-3 heures de voix à donner à la machine, mais on va reparler de tout ça. Donc, dès que tu auras fait 3 heures de podcast, on aura assez pour te cloner et on pourra faire des podcasts à 2 voix. Nos invités, Frédéric Vistico, tu es Solution Architect Manager, Florian Blond, tu es Solution Architect chez AWS. Tous les deux, vous avez développé une solution qui génère des podcasts automatiquement à partir de blogs. Mais quelle idée? Pourquoi vous avez fait ça, Fred? Salut Sébastien, bonjour à toutes et à tous. L'idée nous est venue il y a à peu près 2 ans. Il y avait beaucoup de blog posts sur AWS que vous devez connaître, des blog posts sur la sécurité, le gaming, donc plein de sujets. Et on avait un sujet en tâche de fond en tant que solution architecte, c'était de traduire tous ces blog posts justement en français pour justement avoir une bonne qualité sur les traductions des différents articles et les mettre à disposition sur le blog post français. Donc on s'était dit comment l'IA peut nous aider justement à améliorer la traduction et accélérer le process qui était fait par des solutions architectes, par des humains, pour justement déployer ces traductions au plus vite sur le blog post AWS. Donc ça, c'était il y a 2 ans. On a eu des résultats assez intéressants avec l'IA et ça nous a permis d'accumuler un certain nombre de blog posts et d'avoir une base de données intéressante pour rechercher des articles. Et après, en discutant avec l'équipe, avec Florian, on s'est dit, tiens, maintenant qu'on a tous ces articles, ça serait quand même bien qu'on arrive à essayer d'avoir quelque chose de plus dynamique, d'interactif, et pouvoir écouter ces podcasts interactifs en faisant du sport, en allant faire une balade. Et c'est là que naît cette idée de génération de podcasts automatiques à partir des blog posts AWS. Et après, hackathon. Donc, pour essayer de développer l'idée. Alors, un des trucs chouettes chez AWS, pour les solution architectes en tout cas, c'est qu'on fait des hackathons en interne, des espèces de séances de codage intensives pour voir les idées qui peuvent en sortir. Et je crois que c'est pendant un hackathon que vous avez vraiment mis la main à la pâte en disant « Allez, on va voir si on peut le faire ». Exactement, c'est exactement ça. Je me souviens encore, il y a Fred qui est venu me voir. Il m'a dit « Écoute, j'ai ce projet de podcast entièrement généré automatiquement avec de la GenAI. Viens dans mon équipe, puis j'ai une petite surprise. » Alors je me suis dit, une surprise, j'ai essayé de lui tirer les verres du nez. En fait, il m'a dit, j'ai récupéré plusieurs heures de voix de Sébastien Stormac à partir des épisodes de podcast, et on va cloner sa voix, et on va générer un épisode du podcast AWS en français, mais avec de la GenAI. Donc c'est comme ça que c'est démarré. Et effectivement, ce hackathon qui a eu lieu l'année dernière, on était une équipe de 6 personnes, je pense que c'est important de le dire aussi. On représente aujourd'hui cette équipe. On avait Lior, Guillaume, Olivier, Alexandre, qui sont tous des architectes solutions AWS. Et on a mené ce projet sur 48 heures. Dans les podcasts que vous avez pris, il y a la voix de Seb, mais il y a aussi les voix des invités. Du coup, est-ce que vous avez dû cutter à chaque fois juste les parties où Seb parle, ou vous pouvez tout mettre d'un coup et l'IA fait la différence? C'est une très bonne question et en fin de compte, on a utilisé, alors 1 semaine sur 2,
Seb, tu fais les épisodes de podcast où tu annonces les dernières nouveautés, et donc il n'y a que toi dans cet épisode, et en fait on a repris uniquement ces épisodes, on avait uniquement la voix de Seb. Qu'est-ce qui t'est arrivé après le hackathon ? Alors après le hackathon, on a continué, hein, le noyau dur de l'équipe a continué à travailler sur le sujet, donc on va vous raconter un petit peu tout ce qu'on a essayé d'améliorer, hein, essayer d'avoir vraiment un pipeline automatisé, hein, passer vraiment du prototype à la solution un peu plus industrielle. Donc on a notamment travaillé sur ce pipeline de génération du podcast, comme on va le voir, entre justement être capable de générer un premier scénario, donc prendre tout ce qui est en termes d'éléments de blog post, sélectionner les bons blog posts en fonction du sujet sur lequel on veut générer le podcast, générer un scénario, donc un petit peu comme un réalisateur, hein, on va dire à l'IA, tu es un réalisateur de podcast, tu as tous ces éléments, fais-moi un plan. Donc là c'était un peu la première partie du pipeline, faire le plan. Et après, on va voir un petit peu sur notre épisode comment, à partir du plan, on va générer cette discussion entre toi, Sébastien, l'organisateur du podcast, et l'invité qui pourra également répondre aux différentes questions de ce podcast. Alors, on va rentrer dans les détails techniques. Et pour ce genre de projet, moi, j'aime bien suivre la donnée. Donc, on part par le commencement, le blog post. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous les sélectionnez ? Où est-ce qu'ils sont ? Comment vous les ingérez ? Effectivement, on a réutilisé, donc comme Frédéric le disait, on a réutilisé cet outil de traduction de blog post. Donc on récupère les feeds, parce que tu sais qu'il y a les flux RSS des différentes catégories de blog post qu'on a sur AWS. Et derrière, on va pouvoir en sélectionner, donc sélectionner un thème par exemple. Je voudrais générer un podcast sur le thème du machine learning, pourquoi pas, ou sécurité, n'importe quel thème. Et à partir de ces articles sources, c'est là où on va commencer notre workflow de génération de podcast, donc avec la génération du plan. Et donc, on peut considérer ça un peu comme des agents, c'est peut-être un grand mot, mais c'est comme ça c'est tous des petits agents qui vont s'enchaîner entre la lecture initiale du blog post et puis la génération de l'audio à la fin. Alors, agent, c'est peut-être un mot un peu fort, surtout on parle pas mal d'agents en ce moment avec l'IA générative. Mais là, on a simplement, finalement, c'est un ensemble de lambda, si on veut expliquer ça très concrètement, un ensemble de lambda qui vont réaliser toutes ces tâches. Elles sont orchestrées avec une step function, donc c'est assez classique, et qui vont nous dérouler donc toutes ces étapes pour générer le podcast. On peut rentrer dans le détail, étape par étape, tout ce qui se passe, quels sont les larges langages modèles que vous utilisez, à quoi ressemble le prompt, quelle est l'entrée, la sortie, etc. Tout à fait, ouais, on peut expliquer ce détail. On commence par générer le plan. Donc ce qu'on prend en entrée, c'est qu'on prend le ou les blog posts qui nous intéressent, parce que l'idée c'est pas forcément d'avoir un podcast sur un seul blog post, mais on peut par exemple vouloir résumer les news de la semaine dernière sur un thème. Donc on va prendre ça en entrée et puis on va lui fournir une durée qu'on veut. Est-ce que je veux 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure ? Et la langue. Parce que ce qui est bien avec les LLM, c'est qu'ils sont très forts aussi à traduire des données d'une langue vers une autre. Donc on peut potentiellement, là on l'a fait en français, on pourra le faire en anglais ou dans toute autre langue. Par exemple, on utilise Claude 3.5 Sonnet, il supporte plein de langues. Et on génère ce plan, ça c'est la première étape. Donc ce plan, en fait, c'est quoi ? C'est différentes parties, en fait, les différentes parties qu'on va extraire de notre blog post, qui va construire avec une intro, une conclusion, générer une structure un petit peu de ce type. C'est pas encore un script à ce stade. Le script, c'est la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est notre deuxième lambda. Elle va prendre notre plan en entrée. Et en fait, là, on va vraiment lui dire ce qu'on veut, c'est-à-dire de générer un dialogue entre une personne qui va animer le podcast et une personne qui va être un invité, un peu comme aujourd'hui. On va lui donner tous les détails sur quel style adopter, le ratio de temps de parole entre l'auteur et l'invité, le style, etc. Et ce qu'on aboutit là à la fin, c'est qu'on a une séquence de dialogue, donc le host, l'invité, écrite, et ensuite on va passer à la partie text-to-speech. Et du coup, j'ai deux questions. Pour la génération du plan, vous avez crafté un système prompt. Du coup, assez précis, j'imagine, qui doit être quand même assez long pour pouvoir décrire la structure de chaque basilic. Exactement, ouais. Oui. Alors, on a fait ça un peu de façon itérative, finalement. On a essayé différentes choses. On a regardé ce que ça donnait. On a amélioré notre prompt au fur et à mesure. Et puis, on a récemment, ce qu'on a fait en termes de modification, c'est qu'on a utilisé la partie prompt management de Bedrock qui nous permet de gérer cette partie-là. Et donc, l'option dont tu parles là dans Bedrock, c'est
prompt optimization, c'est ça? On est parti, Tiffany, sur la partie prompt management. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que développeur, quand tu vas développer ton application, la plupart des gens vont intégrer toute la partie prompt. Donc souvent, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est assez long. Et on vient le mettre dans le code. Quand on veut modifier le code, le problème, c'est qu'il faut qu'on recompile, qu'on déploie, et ainsi de suite. Donc ça nous prend du temps. Il y a une fonctionnalité dans Bedrock qui s'appelle Prompt Management, qui va te permettre de gérer tes prompts dans une interface externe, donc dans la console d'AWS. Et tu vas pouvoir justement itérer à travers la console AWS dans Prompt Management pour ajouter différentes versions, être capable également de comparer plusieurs versions ou différents modèles, et ton application reste la même, vu qu'elle va pointer sur un modèle de prompt qui est la dernière version, par exemple. Ah oui, donc ça nous a permis... Il y a une API pour aller chercher le prompt dans Bedrock et qu'il ne soit pas hard-codé dans le code. Exactement, donc ça nous a vraiment gagné du temps, ce côté prompt management, parce qu'on pouvait justement travailler en dehors de notre code, on a pu recompiler et on a exécuté différentes variations du prompt assez facilement. Ça, c'était avant, comme vous disiez, c'est l'année dernière. C'était avant qu'on annonce le prompt optimization qui est sorti très récemment, là, qui a été annoncé à reInvent. Donc, j'espère que cette feature-là, dans le futur, pourra aider les développeurs qui font cette même démarche. Et aussi, j'avais une autre question, du coup. Tu disais, Florian, qu'il y avait deux voix, donc une voix guest et une voix la WhatsApp. Et donc, la deuxième voix, vous l'avez générée à partir d'un dataset d'entraînement aussi, de quelqu'un d'autre? Ouais. Alors là, on est sur la partie text-to-speech. Donc, on avait, avec la solution qu'on avait choisie, on avait cloné qu'une seule voix, donc celle de Sébastien. Faut savoir que dans les solutions de text-to-speech, on peut avoir sur étagère ou sur catalogue, entre guillemets, des librairies de personnages avec des voix un petit peu spécifiques. Et donc là où on est actuellement, vu qu'on n'a pas cloné une deuxième voix, donc peut-être que tu serais intéressée, Tiffany, pour qu'on clone également ta voix. Mais je me rappelle d'une requête. Est-ce que c'était vous? Oui, c'était moi. Ok, d'accord. Je me disais bien que ça me disait fortement quelque chose. Mais oui, ok. Et donc, en attendant, on est parti sur une librairie de voix où on a pris une personne, entre guillemets, qu'on a sélectionnée sur catalogue pour justement accompagner Sébastien sur le podcast actuellement. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Avant la génération de voix, on en était à la deuxième lambda, celle qui construit un dialogue entre deux personnes avec des questions-réponses. Avant de parler de What's Next, c'est quoi l'output vraiment? C'est un fichier texte que vous mettez sur S3 et qui déclenche la suivante? C'est le retour à Step Function qui lui va déclencher la suivante? Oui, on le dépose pas sur S3, mais on pourrait. Mais on le passe juste à l'étape suivante de la Step Function. C'est vraiment un fichier texte. Alors, pour entrer dans le détail, on l'a structuré avec des balises XML parce qu'en termes de prompt engineering, pour Claude 3.5 Sonnet, c'est quelque chose qui marche bien. Donc, on a structuré ça de cette façon-là. Mais basiquement, oui, c'est juste un fichier texte avec personne 1, le dialogue, personne 2, le dialogue, etc., etc. Et ensuite, on passe ça à la prochaine étape qui est la génération de l'audio en elle-même. Ok, donc là, on est final. Vous avez un contenu et la dernière... Est-ce la dernière étape? Non, peut-être pas. C'est générer les audios. Non, c'est pas la dernière étape parce que je suis en train de réfléchir. Il faut générer deux audios, personne 1 et personne 2. Là, vous utilisez des API externes, c'est pas sur AWS pour le moment? Ouais, donc là, on utilise des API externes et on va t'expliquer un petit peu. Il y a deux stratégies, il y a deux types d'API. Donc, sur le hackathon, on était parti en effet sur une première solution où on prenait donc le speaker 1, on allait générer donc sa voix, on faisait du text-to-speech sur le speaker 1 et on faisait la même chose sur l'intervenant numéro 2. Le problème avec cette solution, c'est qu'on est obligé de faire le mix nous-mêmes avec des librairies externes comme FFmpeg, que vous devez connaître, qui nous permet justement de faire le mélange des voix. Et puis également, ça nous donne une problématique sur l'enchaînement, c'est-à-dire qu'on va avoir toujours les mêmes pauses entre la personne 1 et la personne 2. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux conversations. Donc on s'est aperçu que ça pouvait vite être quelque chose, un frein à la qualité de notre podcast. Et donc en cherchant un petit peu, on a vu qu'il y avait des providers de text-to-speech justement qui permettaient de fournir aux développeurs une API multi-speaker qu'on appelle, donc plusieurs personnes dans l'API où on va juste mettre ce fameux dialogue qu'a expliqué Florian, où on aura speaker 1, speaker 2 et c'est l'IA de l'API qui va être capable justement de mixer les deux voix les unes après les autres. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à utiliser et ça donne des résultats qui sont quand même bien meilleurs. Et cette API-là que vous avez utilisée, est-ce qu'elle chevauche un peu les voix? Est-ce qu'il peut y avoir des interruptions ou des choses comme ça? Ou ça reste encore assez robotique? 1, 2, 1, 2?
Alors là, ça restait Pour le un petit moment. peu robotique Mhm. encore pour le moment. C'est pas encore parfait. Mais ce qu'on a essayé de travailler, c'est dans le prompt engineering et dans la génération du script, on a essayé de rajouter des petits mots, les e, les les et, tout ce qui fait que ça a l'air Des vrai en fait. imperfections. C'est des interjections. J'ai appris ce mot. On a rajouté quelques interjections dans le script. Et justement, lors de l'enchaînement, l'IA est capable justement de rendre ces interjections. Mais du coup, vous les rajoutez dans le script, donc par écrit. Donc par écrit, c'est écrit ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que, je trouve ça très intéressant, dans l'entraînement que vous avez fait sur la voix de Seb, est-ce que vous avez remarqué que peut-être Seb a des tics de langage? Et est-ce que du coup l'IA les refait naturellement, ces tics de langage-là? Alors, c'est une bonne question. On a vu qu'il y avait deux types de voice cloning. Donc, il y a les voice cloning qui sont un petit peu, comme on voit, du instant voice cloning, entre guillemets, où tu vas prendre 30 secondes de ta voix et on dit que tu as à la fin un voice cloning. On s'est aperçu que déjà la qualité de ce voice cloning un peu instantané donnait pas des super résultats, où on n'avait pas la fidélité de la voix de Sébastien. Et donc, dans ce type de voice cloning, on ne va pas avoir justement les tics de langage que pourrait avoir Sébastien. Alors que sur un entraînement plus long, hein, donc on parlait de 2 ou 3 heures d'entraînement de Sébastien, sur la voix de Sébastien, là on a pu retrouver justement une empreinte, on va dire, Ouais, les de la voix de intonations, Sébastien. la respiration, je sais que parfois et l'IA reproduit ces trucs-là, c'est assez. Il y a limite pas besoin du coup de l'écrire dans le script. C'est parce que en fait, limite avec l'entraînement sur le fichier voix, c'est peut-être plus fidèle au type de langage que Seb aurait, que c'est fait générer dans le script directement. C'est très intéressant. Quand je pense que je passe mon temps à éditer et à couper ces trucs-là au montage et que vous les avez rajoutés dans la valise. Il y a plein d'autres sujets. On a préparé un espèce de fil conducteur, mais je saute un peu de gauche à droite au fur et à mesure de notre curiosité. Tiffany fait la même chose. Il y a quelques mois une démo de Google d'un système relativement similaire qui génère du podcast multivoix qui m'a laissé vraiment j'étais très impressionné parce que ils s'interrompent l'un l'autre justement. Il y a une petite phase d'humour, de rigolade, etc., qui fait que le rendu est très naturel. Vous avez pu regarder cette solution-là aussi? Oui, on a écouté cette solution et c'est vrai que le rendu est particulièrement bien. Je pense qu'il y a deux éléments qui sont vraiment essentiels pour que le podcast soit réussi à la fin. Il y a la partie voix, comme on disait, la qualité de la voix, qu'on n'ait pas une voix trop plate, qu'on ait des intonations, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal avec le voice cloning. Et il y a l'autre partie, le plan qu'on générait. Ce plan, il doit être dynamique, bien construit, pour qu'il y ait une bonne interaction entre les deux personnes, pour rendre le contenu intéressant. Je pense que les deux sont aussi importants, parce qu'on peut avoir un podcast avec une voix qui est vraiment super, mais si le plan qui est généré, il est vraiment assez plat, assez lisse, finalement, le podcast, il va pas être bien rendu à la fin. Et c'est ça, sur la solution Google, effectivement, c'est assez bien rendu, autant en termes d'intonation qu'en termes de façon dont c'est construit au niveau du plan, et ça rend bien, oui, tout à fait. Ouais. Quel était le principal challenge pour passer du hackathon à une version plus productisable, même si c'est pas en prod pour le moment? Est-ce que c'est justement le travail des prompts pour générer un texte qui donne le ton d'un podcast audio, ou la partie voice cloning et les interactions entre les guests, enfin entre les personnes? Alors, un peu les deux finalement. La partie voice cloning, elle n'est pas forcément évidente. On a utilisé alors un certain nombre de providers différents pour faire ça. Quand on veut par exemple faire du français, on n'a pas toujours la qualité qu'on veut, donc c'est assez difficile. On parlait aussi des API multispeaker, c'est quelque chose qui est relativement récent, je pense. Et à l'époque, ça n'existait pas trop, donc on a eu ce problème de recoller les morceaux. Mais aussi la génération du plan qui était aussi un peu finalement assez complexe, de rendre quelque chose assez intéressant, parce que tu vois par exemple au-dessus des articles AWS actuellement, tu as la fonctionnalité pour pouvoir faire la lecture, voilà, c'est ça, mais ça te lit vraiment dans l'ordre, et bon, c'est assez ennuyeux. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler ce prompt pour qu'on ait des questions-réponses qui semblent assez fluides et qui restent intéressantes, et ça s'est fait par itération vraiment au final, hein.
Ouais, et puis enfin, je fais les deux. J'écris des blog posts et je produis des podcasts audio. Et le ton de la conversation, les mots qu'on choisit, la longueur des phrases, le vocabulaire n'est pas du tout le même à l'écrit et à l'oral. Et donc, il faut arriver de passer de l'un à l'autre. Et ça, vous arrivez à faire aujourd'hui avec Claude. Claude le fait pas trop mal, franchement, même plutôt bien. Évidemment, dans le prompt, on donne pas mal de consignes sur fais des phrases plutôt courtes, va directement à l'essentiel. On donne des conseils aussi sur la façon de parler. On peut donner divers éléments en fait pour essayer de s'approcher le plus finement possible de ce qu'on veut en termes de contenu de podcast. Mais finalement, il s'en sort pas si mal. Quand on lui dit tu es un podcasteur et tu vas écrire un dialogue, finalement, il adapte le style déjà de lui-même plutôt bien. Comment vous assurez que la durée est bonne? J'ai déjà essayé ça. Alors, d'écrire mes textes de podcast, pas pour les podcasts AWS, pour un projet hobby que je fais à côté. Et parfois, j'essaye de prendre un article bloc et de me dire, voilà, tu es podcasteur dans un podcast technique, machin, écris-moi un résumé de cet article à haute voix. Mais il me fait des résumés, effectivement, et j'ai du mal à le tirer en longueur pour dire, il faut que ça fasse 10 minutes ou il faut que ça fasse 15 minutes. C'est quoi votre secret sauce, là? Ouais, donc ça fait vraiment partie du travail un peu d'industrialisation qu'on a fait après le hackathon. Comme l'a dit Florent, au début, on a essayé de faire 10 minutes, 5 minutes, et pendant le hackathon, on n'avait pas vraiment vérifié qu'on était vraiment à 5 minutes ou à 10 minutes. Non, parce que par défaut, ils ne respectent pas ça. Ils s'en foutent un peu. Il avait du mal. Et donc là, c'est là qu'on a utilisé finalement un autre LLM, donc un petit peu les workflows de LLM as a judge, comme on dit, où on va générer une première version du script, du dialogue, et on va donner ça à manger à un autre LLM. Et on va lui dire, il faut que tu analyses le script généré par le podcasteur, assure-toi que le bon nombre de mots est présent et donne les conseils pour justement avoir le bon nombre de mots tout en gardant le ton du podcast. Et donc c'est avec cette boucle d'interaction entre les deux agents, enfin entre les deux LLM, qu'on a réussi à avoir quelque chose qui est à peu près à 10-15% proche de la demande initiale. Mais du coup, quand tu dis le bon nombre de mots, c'est vous qui avez fait une estimation en amont de combien de mots peuvent tenir dans 15 minutes? Et du coup, vous avez donné où le LLM a déjà un sens de combien de temps va durer un certain nombre de mots? Ça, au début, c'est ce qu'on avait fait. C'est qu'on lui a dit, génère-nous un podcast de 15 minutes. Et pour être honnête, il avait un petit peu de mal. Et ce qu'on a fait, c'est quand même, on lui a donné les deux informations. On a essayé de regarder à quel rythme on parlait sur un podcast, parce que tu parles pas au même rythme sur un podcast que pour raconter une histoire à tes enfants pour aller se coucher. Et on est parti sur à peu près à 130 mots par minute, entre 115 et 130 mots par minute. Et donc, on lui a donné ces deux consignes, la durée et le nombre de mots par minute. Ah, ok. Ah, super intéressant. Est-ce que ce juge la qualité aussi du résumé ou de la transformation? Et si je dois étendre ma question, j'ai évidemment quelque chose en ligne de mire en vous posant la question, c'est est-ce qu'on filtre également des contenus qui seraient inappropriés ou inventés? Ouais. Là, il y a deux questions. Il y a une question, en effet, sur la qualité du rendu et surtout que cette qualité, elle perdure sur le temps et sur tous les épisodes qu'on voulait déployer. Donc ça, c'est vraiment cette fonctionnalité de juge. On va lui donner un certain nombre de métriques qu'on va définir, comme justement la pertinence de la réponse, le style. On peut avoir aussi le côté relevance, que le contenu soit vraiment corresponde à ce qu'on lui demande. Donc on va définir un certain nombre de métriques qu'on va donner à notre juge et on va lui demander d'appliquer ces différentes métriques sur le résultat qu'on lui a donné. Et donc, sur un blog post, on va appliquer justement ces différentes analyses de métriques et on va avoir un résultat. Et donc, ce qui est important, c'est que ça va nous permettre facilement de changer de LLM. Tu sais qu'en ce moment, c'est Claude 3.5 V2 qui est vraiment assez performant. Mais on peut imaginer un Claude 4.0, 4.5. Et on a envie de continuer à s'assurer que la qualité est bonne ou encore meilleure. Et donc, grâce à ces métriques... Excuse-moi, je saute sur ce que tu viens de dire. C'est ce que je me demandais. Est-ce que du coup le LLM Judge, ça doit être le même modèle que le LLM qui a scripté, ou vous avez délibérément choisi un autre modèle? Alors pour l'instant, on est parti sur le même parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore optimisé la solution en termes de cost et tout ça. Et donc là, c'est vrai qu'on a le même juge, enfin le même modèle en juge et en producteur de contenu.
mais on pourrait en effet choisir un autre modèle sur justement le juge du premier modèle. Ouais, tout à fait. Et je comprends pas encore comment ça marche exactement. Donc, j'ai bien compris. Un deuxième qui juge le premier et qui donne un rapport. Je suppose que ce rapport est formaté de manière à ce qu'il soit lisible par du code, donc en JSON, etc., ou en XML, puisque vous avez parlé d'XML tout à l'heure. Et puis, vous en faites quoi de ce rapport? Vous demandez au premier de changer. Comment vous itérez sur le truc? Alors, pour l'instant, on n'itère pas. pour être clair, dans la version actuelle, on n'a pas encore un niveau d'industrialisation suffisant. Mais non, en effet, comme tu dis, on pourrait justement avoir cette boucle virtueuse qui prend ce rapport et qui va être capable de le réinjecter en entrée pour justement ajuster le contenu et garder justement une note, parce que ce qui à la fin, c'est ça, on va noter la qualité de notre podcast à partir des différentes métriques. Donc, on pourrait avoir en effet cette boucle virtueuse. Concernant les guardrails, est-ce que une fois que le judge est passé une première fois sur l'état, enfin une première fois, apparemment il n'y a pas de boucle, mais quand le judge est passé sur le script, est-ce qu'à la fin vous avez des guardrails pour tester le contenu pour voir s'il est compliant avec, je sais pas, des certaines rules ou guidelines? Ouais, tout à fait. Hein. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. On était parti que sur la première métrique, en effet. On a aussi des métriques sur Guardrails, sur le service Guardrails de Bedrock. On va avoir des métriques aussi sur le Responsible AI, donc qui va nous permettre de valider que le contenu généré par le LLM respecte toutes les règles en termes de contenu qui peut être inapproprié, le type de langage, tous les propos qui ne pourraient pas être respectueux. Donc en effet, ça passe dans l'utilisation des Guardrails. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure de Bedrock avec Florian, c'est qu'on utilise la Converse API. Donc Sébastien, tu dois connaître, tu en as pas beaucoup parlé dans tes podcasts, j'imagine. Mm-hmm. J'en ai déjà parlé. Ouais, la Converse API, c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec Bedrock, c'est une API unique qui permet d'établir une conversation avec un large language model. Il faut savoir que quand on parle avec un large language model, le payload, la partie où on envoie vraiment la question de large language model est dépendante de chaque modèle. C'est pas le même format de données pour un lama, lama de méta pour un Claude ou un autre. Et justement, le Converse API de Bedrock essaye de faire un format de données unique de manière à ce qu'on ne doive pas changer son code quand on change de modèle. Donc c'est ça que vous avez utilisé. Exactement. Et ce qui était vraiment super intéressant, c'est qu'on a pu utiliser cette Converse API tout à la connectant au prompt management. Donc, ce qui était vraiment intéressant, c'est que la Converse API, on lui a juste fait une référence sur le bon prompt. Et donc, rien qu'avec cette référence, il utilisait le bon prompt, le bon modèle et les bons paramètres de prompting. Donc ça nous a fait gagner pas mal de temps dans l'utilisation justement des appels avec le LLM. Et dans la Converse API, il y a aussi un lien, une connexion avec le système de guardrail. Donc, ça veut dire qu'avec le même call API, on a le lien vers le prompt et également le lien sur le guardrail. Donc, ça permet vraiment d'accélérer les développements et d'avoir vraiment un workflow assez complet. Je regardais justement la Converse API ce matin et dans la Converse API, il y a le texte du prompt à envoyer, mais est-ce qu'on peut passer comment on passe une référence vers un prompt? On met juste un ARN plutôt que le texte ou quelque chose comme ça? Ouais, alors ouais, c'est une bonne question sur l'appel du prompt management dans la Converse API. D'habitude, dans la Converse API, il y avait un champ qui était le modèle ID, donc qui permettait justement de passer d'un modèle anthropique à un modèle lama. Et donc, ce même champ modèle ID, si tu lui mets l'ARN justement de ton prompt management, et bien donc il va utiliser ce prompt pour l'appel à l'API. Tu es quelqu'un de front-end, Fred, on se connaît un peu, on a déjà fait des talks ensemble à Reinvent. Il y a un composant front-end aussi? Alors, oui, donc comme on l'avait dit tout à l'heure, on était parti sur une première solution, donc une sorte de back-office et aussi front-office pour les personnes qui lisaient les blog posts et qui permettaient de rechercher les différents blog posts. Et pour cette solution de podcast, on avait aussi besoin de sélectionner les flux RSS qu'on allait prendre en entrée, choisir les langues, choisir la durée, donc on avait besoin d'un back-office. Et donc on est parti sur une solution que je connaissais, qui est basée sur du Flutter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution multiplateforme, donc c'est né en 2018, donc c'est quand même assez vieux, ça a 6 ou 7 ans, et ça vous permet de facilement développer des applications multiplateformes, web, iOS, Android, Swift, macOS, avec une seule base code en Dart. Dans un langage qui s'appelle Dart, vous avez utilisé Amplify Gen 2 également pour mettre tout ça dans le cloud avec de l'authentification utilisateur, Cognito, etc., la totale.
Exactement. Ouais. Amplify Gen 2, c'est très bien pour prototyper. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Créer une app full stack avec une intégration front, comme on vient de dire, et surtout l'abstraction sur la partie back-end. Donc, on a du AppSync derrière pour entrer dans le détail, qui est un endpoint GraphQL qui va générer automatiquement ces endpoints. Il va générer la partie storage aussi, donc DynamoDB. Donc, on a tout ça en serverless derrière, généré par Amplify Gen 2, donc très rapide pour créer un prototype. Vous aviez dit précédemment que c'était pas encore en prod. Est-ce que ça va le devenir? Est-ce que ce sera accessible au plus grand nombre? Enfin, je me demandais. C'est le but, effectivement. Pour l'instant, c'est pas encore en prod, mais notre but, ça va être rapidement de pouvoir déployer un podcast comme ça généré automatiquement, qui soit intégré, alors on ne sait pas encore exactement comment, mais au podcast AWS ou au podcast AWS en français, je ne sais pas. On a potentiellement plusieurs cas d'usage en tête qui pourraient bien s'y prêter. Par exemple, je ne sais pas Seb, si je te dis un résumé des nouvelles fonctionnalités AWS de façon périodique, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça? Ça, c'est clair que ça m'enlève quelques heures toutes les 2 semaines si on peut le générer automatiquement. Je suis très curieux. En tant que podcasteur, je suis le premier concerné sur ce genre de technologie. Je suis très curieux en tant qu'auditeur d'abord. Il y a quelque chose dans la relation humaine. J'écoutais encore un podcast en rue l'autre jour. Le fait d'être tout à fait enveloppé dans le son, avoir la voix de la personne qui nous parle dans le creux de l'oreille comme ça crée une proximité avec l'hôte du podcast et ses invités. Et je me demande à quel point un système de GenAI arrivera à remplacer. Mais ça, c'est un type de contenu podcast. Il y a aussi le type plus matériel, productivité. Enfin, je vais apprendre quelque chose rapidement. J'ai pas envie de lire. Je fais ça en courant, etc. Et peut-être qu'une bonne voix synthétique fait le job dans ces cas-là. Et je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Je crois qu'il faut pas tromper les auditeurs dans tous les cas. Si c'est du synthétique, il faut le dire clairement, que ça soit dit avant, après, enfin que ça soit clairement différent. Mais oui, je suis très 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 curieux de voir qu'est-ce qu'il restera à faire pour publier des épisodes, que ça soit sur le fil du podcast AWS en français ou sur un autre. Parce que publier un podcast, c'est juste mettre un MP3 accessible quelque part et un fichier RSS, un fichier XML de l'autre. Et puis voilà, on a un podcast dans Apple Podcast, dans YouTube et toutes les applications de podcast. Alors, globalement, nous, on a déjà la mécanique en place. Donc, on a tout ce process de génération de podcasts qui est déjà en place. Derrière, après, ce qu'il nous faut définir, c'est le bon cas d'usage sur lequel on va vouloir le déployer. Et puis ensuite, le process de publication peut-être en tant que tel qu'il nous faut voir. Mais sinon, on est assez proche de ça. Et derrière, par contre, ce qu'on aimerait bien faire dans un second temps, c'est peut-être une version un peu plus personnalisée. Tout à l'heure, Fred parlait d'une application mobile. L'idée, là, ce serait peut-être de laisser à l'utilisateur, en fait, choisir le thème qui l'intéresse ou les thèmes qui l'intéressent, la fréquence qu'il veut, et pouvoir générer son podcast de façon un peu plus personnalisée. Donc là, ça pose d'autres soucis en termes de scalabilité, parce que forcément, on a toute une gamme de podcasts qui pourraient être générés. Donc en termes de scalabilité et de coût, notamment sur la partie text-to-speech, ça a un certain coût aussi. Donc ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose, mais on aimerait bien aller dans cette voie-là. J'aime bien l'idée d'une application dédiée. Je sais que si je vais sur cette appli-là, j'aurai du contenu synthétique, mais je peux y trouver mon bonheur parce que je vais trouver ceci, cela, etc. Exactement. Et alors, si on veut aller encore un cran plus loin, alors là, on peut peut-être rêver un petit peu sur ce qu'on voudrait faire, mais c'est bien de garder des objectifs en tête. C'est que je ne sais pas si vous avez connu, vous savez, les livres dont vous êtes le héros. C'est des livres où vous devez faire des choix et aller d'une page à une autre comme ça. Nous, on a pensé au podcast dont vous seriez le héros. Donc, c'est un podcast un peu traditionnel dans lequel on pourrait intervenir. Par exemple, je sais pas, on est en train de parler d'un sujet et il y a quelque chose qui n'est pas clair. On pourrait carrément intervenir dans le podcast, poser une question et dire, mais en fait, avoir des éclaircissements et que la personne puisse nous répondre directement comme ça. Donc là, ça pose aussi des soucis techniques, notamment de latence. Il faut qu'on ait des... la temps réel, voilà. Mais pourquoi pas, ouais. C'est super intéressant. Est-ce que aujourd'hui, vous sauriez estimer le prix de la génération d'un podcast? Oui, donc c'est toujours avec cette fameuse Converse API dont je vous parlais tout à l'heure, on a exactement le prix au token donc, en entrée. Donc ça, vraiment, c'est ce qu'on donne à manger à notre LLM. Et également le prix en sortie, donc le nombre de tokens qu'il va générer en sortie.
Et donc, on pourrait vraiment avoir un prix assez exact justement de la génération d'un podcast. Et c'est vrai que sur le pipeline complet de génération de podcasts, c'est l'élément qui coûte le plus cher. Parce qu'après le reste, on est, comme disait Sébastien, sur de S3, sur de la lambda. Donc on est vraiment très peu cher en termes de processing. Et donc oui, on pourrait justement en interne, dans notre dashboard, essayer de voir et tenter d'optimiser le coût du podcast. Tout à fait. Et tu dis les tokens à Bedrock, ça coûterait plus cher que le text-to-speech. Moi, je m'attendais à ce que ça soit plutôt le text-to-speech qui soit le plus cher dans la chaîne. Alors là, on est en train vraiment, c'est aussi un deuxième travail sur le coût de la solution, parce qu'on peut aussi essayer de partir sur des text-to-speech open source, qu'on est en train aussi d'essayer de regarder. Comme on le disait tout à l'heure, soit on a la simplicité d'utilisation des grands providers de text-to-speech, ou bien on peut essayer de cloner nos voix, d'utiliser des systèmes open source. Et donc, ça pourrait aussi nous faire baisser les coûts sur le rendu du text-to-speech. On peut les nommer, ceux que vous avez regardés, que vous avez utilisés. Ouais, alors en solution, on a essayé Eleven Labs, que beaucoup de personnes connaissent. On est parti aussi sur Play.ai. Et comme solution text-to-speech open source, on a trouvé des solutions intéressantes comme Kokoro et Zonos, qui sont disponibles sur Hugging Face et qui donnent des résultats assez bluffants. Ouais. Et quand vous essayez ça, vous déployez ça comment ? C'est un container sur Fargate, c'est une EC2, c'est... C'est vraiment... Les API sont assez bien faites, donc souvent c'est disponible avec un petit code JavaScript en Node.js, ça s'exécute dans le browser avec des playbooks, donc il y a tout l'environnement bien fait pour les développeurs, c'est assez bien intégré. Si les auditeurs qui nous écoutent souhaitent voir comment ça marche ou écouter le truc, pour le moment il n'y a rien qui est public, on a bien compris, mais quels sont vos plans en matière d'ouverture ou de publication ? On aimerait bien l'open sourcer, effectivement, que ce soit disponible sur un repository GitHub. Derrière, d'un point de vue purement AWS, faut que ça passe par un process de validation, donc c'est là-dessus qu'on doit travailler. Je pense que c'est là-dessus aussi qu'on peut passer pas mal de temps. Mais c'est clairement l'objectif, c'est que les gens puissent utiliser la solution qu'on a développée. Ouais. Un speech au Summit à Paris le 9 avril. Non, c'est pas prévu. C'est pas à l'ordre du jour pour le moment, mais pour l'année prochaine peut-être. 2026. Une dernière question, peut-être un peu métaphysique, mais vous avez certainement dû générer plusieurs podcasts et du coup vous en avez très certainement écouté plusieurs. Alors, quand on entraîne sur un dataset de la voix de Seb, ça recrée l'intonation, mais avec l'intonation vient aussi, j'imagine, aussi un peu le caractère de la personne. Est-ce que vous avez trouvé que donc le Seb IA du coup du podcast a aussi la même façon d'aborder les sujets ou en fait, j'y ai pensé parce que plus tôt, Seb disait si jamais on génère des podcasts avec la voix, avec l'IA, il faudrait avoir un disclaimer. Ça, c'est typiquement un truc que Seb dirait. Mais est-ce que, du coup, c'est aussi quelque chose qui se transcrit dans le podcast, dans la génération de podcast? Quand on fait du voice cloning, ce qu'on récupère principalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est principalement l'intonation, éventuellement des tics de langage, une façon de s'exprimer, une façon de prononcer les mots aussi. C'est quelque chose qu'on va retrouver. Par contre, pour tout ce qui est le texte en lui-même, en fait, le texte, il est pré-généré. Donc, le texte, il va juste être lu. Donc ça dépend pas, en fait, de la partie cloning. Et dans l'écriture du script, il n'y a pas un formulez-le comme Seb le dirait? Si, c'est une super question, Tiffany, en fait. Comment ça, si? Si, on pourrait imaginer cette optimisation, ce fine-tuning du modèle avec justement le vocabulaire qu'a Sébastien. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnalités qui ça doit s'appeler du continuous training, en fait, sur Bedrock, où tu vas donner un certain nombre de kilomètres de vocabulaire de Sébastien. Donc, on pourrait imaginer de prendre tous les transcripts des blog posts et venir spécialiser, entraîner un modèle, donc le fine-tuner avec le vocabulaire de Sébastien. Et donc, quand on lui demanderait de générer du texte, il aurait tendance à utiliser justement toutes ces expressions, l'enchaînement de ces phrases, et ça pourrait être disponible. Mais on ne l'a pas encore fait.
Mes expressions belges, ma manière de prononcer 8 par exemple. Mais le but n'est pas de me cloner moi, hein. Le but est de générer des podcasts synthétiques. On a pris la voix qu'on avait sous la main pour faire ça. Vous avez pris la voix que vous aviez sous la main pour faire ça, mais ça pourrait se faire avec avec n'importe quelle voix, même des voix off the shelf du provider. Si on pousse la réflexion un peu plus loin, souvent les gens suivent des podcasts parce qu'ils aiment aussi la personnalité des podcasteurs. Et je pense que ça transparaît quand les gens écoutent ces podcasts-là et ils te suivent parce que c'est parce que c'est un Seb, style, tu vois. C'est toi, il y a un style, une façon d'aborder les sujets, je pense. Et c'est peut-être le petit truc qui manque. C'est le petit truc en plus, parce qu'il y a des voix natives qui sont de très bonne qualité aussi, en français, en anglais, dans diverses langues, mais c'est vrai que quand on clone une voix, et une voix qu'on connaît déjà en plus, ça rajoute un petit plus. C'est vrai que ça rajoute quelque chose. La génération de podcasts automatiquement avec des LLM, comment ça marche et vous avez entendu un petit morceau du résultat au début de cet épisode. Merci Fred et Florian de nous avoir expliqué tous les détails techniques. On est rentré dans pas mal de détails techniques de cette solution. J'espère qu'on pourra la partager un peu plus tard. Merci Tiffany d'avoir co-animé cet épisode avec moi. On se retrouve vendredi prochain, mercredi d'abord pour du Woman in Tech et puis vendredi prochain, ça sera justement pour un What's New. Quoi de neuf ces 2 dernières semaines, et je vous promets que ça sera moi vraiment. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.